générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver et moi de vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, le Rav David Partouche. Bonjour. Enchanté, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, on est ravis de vous accueillir, d'autant que vous êtes le directeur de la section francophone du Machon Meir, une yeshiva très connue au cœur de Jérusalem. C'est sûr, surtout, je crois, des Juifs du monde entier, on peut dire ça comme ça. Des Juifs du monde entier, on a bien sûr tous les Israéliens, c'est la grande majorité de la yeshiva. On a des Juifs qui viennent des États-Unis, d'Amérique du Sud, de Russie, du Brésil, mais moi, j'ai eu la chance et l'honneur de m'occuper des étudiants qui viennent de France. Alors, c'est une yeshiva qui existe depuis 40 ans, qui a été créée par le Rav Dov Bigon. Pourquoi il a décidé de créer cette yeshiva? Il la dirige toujours, d'ailleurs. Il la dirige toujours, mais il faut savoir, l'histoire est assez exceptionnelle. On est dans les années 73, juste après la guerre de Kippour, et la société israélienne est en manque. Elle a subi un traumatisme terrible. La guerre de Kippour restera à jamais marqué dans les mémoires des Israéliens. Et le Rav Dov Bigon, alors qu'il est en cours avec le fameux et très érudit le Rav Yehuda Kook, lit un texte de son père. Il dit il va avoir une recherche spirituelle très profonde de la part de la jeunesse lors de retour des enfants sur leur terre. Et là, le Rav Bigon se lève et il dit mais il faut faire quelque chose pour eux. Il faut leur apporter des réponses. Il faut leur expliquer qu'est-ce que est le Ham Israël et qu'est-ce que la Torah. Donc vous êtes en train de nous dire que le Rav Bigon était l'élève du Rav Yehuda Kook. Il étudiait à l'Yeshiva de Merkaz Harav. Et lorsqu'il s'est levé, le Rav Yehuda, il n'était pas, d'après ce qu'on nous racontent nos maîtres sur lui, il n'était pas se lever, il était très calme. Et il dit Dov, fais-le. Fais quelque chose pour la jeunesse d'Israël. Et depuis ce jour, il s'est levé, il a commencé à réunir des jeunes étudiants dans son salon, alors qu'ils avaient un tout petit salon qui a tranché, et faire venir des étudiants pour leur enseigner la Torah. Et c'est comme ça qu'a commencé le Machon Meir. Incroyable, j'adore, ce sont les belles histoires de Jérusalem. Donc c'est une yeshiva aujourd'hui, une grande yeshiva, hein. Je crois qu'il y a combien d'étudiants? On a 400 élèves. Voilà, c'est ça. Mais des milliers d'étudiants sont passés par cette yeshiva, et toute personne qui est passée par yeshiva, il est marqué par cette yeshiva, par l'amour de la Torah, l'étude de la Torah, mais aussi l'amour d'Israël, de son peuple, et du retour d'Israël sur sa terre. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est quoi le but de cette yeshiva, de ce Machon Meir? On a souvent critiqué tout ce mouvement sioniste qui est venu pour échapper de la galoute, de l'exil, des pogroms, et de venir construire un État non religieux. Nous, on sait que le peuple d'Israël, ça fait 3000 ans qu'il existe et plus, et le peuple d'Israël sans Torah, c'est pas un peuple d'Israël. Lorsqu'on leur permet à ces jeunes de retrouver la Torah, et en Israël, ils comprennent quelle est la nature de notre nation. Et lorsque cette Torah est étudiée dans un cadre comme le Machon Meir, c'est une grande Torah. On espère de faire de grands Talmidei Chachamim, de grands érudits qui vont transmettre eux-mêmes cette Torah, mais ça leur permet de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Eretz Israël. Des fois, on a des questions, l'État d'Israël, c'est une tournure religieuse ou pas religieuse. Nous, ce qu'on veut ramener, c'est l'âme à l'État d'Israël. L'âme à ce retour d'Israël sur sa terre. Pas un État non religieux, pas un État religieux, un État d'Israël, l'État des Juifs, tout simplement. Et c'est ça qu'on découvre lorsqu'on étudie les textes de plusieurs millénaires. On a toujours prié les Shana Haba Yerushalayim, l'an prochain Yerushalayim, et ça se passe. Et de quelle manière être à Yerushalayim et quoi faire à Yerushalayim? Ça, Baruch Hashem, on a tous les textes de la Torah qui nous l'expliquent comment être le peuple d'Israël sur sa terre. Alors, on va en parler bien sûr plus longuement. Mais alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous dirigez la section francophone du Machon Meir. Je crois que vous avez plus de 200 étudiants francophones, c'est ça? Amen. 200, c'est les nombres d'étudiants qui viennent de pays étrangers. Ah, d'accord. Et chaque année, on reçoit entre 20 et 30 étudiants. D'accord. Bon, enfin, on peut dire que plus de 200 étudiants sont passés par chez vous. Exactement, ça c'est sûr. On a plus de 400, 500 anciens élèves, c'est sûr. Donc, un programme qui est fait, conçu pour les francophones, voilà, pour venir étudier. Alors, ça s'adresse à qui? Il faut être super érudit en Torah, il faut connaître l'hébreu par cœur, il faut être issu d'une famille religieuse, ou alors vous acceptez même ceux qui sont en recherche, qui ne parlent pas l'hébreu forcément, qui ne sont même pas religieux. C'est pour tout le monde?
C'est pour toute personne qui décide d'étudier la Torah. Baruch Hashem, on est une équipe de 13 rabbinim francophones qui les encadrent. Ils donnent des cours, eux-mêmes les rabbinim francophones donnent des cours de Gemara, donc il y a plusieurs niveaux de Gemara. Il y a 3 niveaux de Gemara chez notre section francophone, chez les Israéliens il y a encore 6, 7 niveaux. Le niveau qu'on demande, c'est avant tout la motivation, de venir étudier. La yeshiva, ça veut dire s'asseoir, être assis. Donc une personne qui a des difficultés pour s'asseoir toute une journée, il ne pourra pas être à la yeshiva. Compliqué. C'est compliqué. On commence les études à partir de 9h du matin, après la tfila de Shacharit. 9h du matin, et les études, elles durent le matin, l'après-midi et aussi le soir. C'est une étude chargée, mais comme j'explique souvent aux étudiants qui ont peur, ils ont dit mais c'est impossible. Je dis si tu as réussi à faire le bac, c'est sûr que tu es prêt pour pouvoir étudier la yeshiva. Pourquoi ? Parce que l'étude de la yeshiva, elle est plus active que ce qu'on a vécu quand on était à l'école. Souvent à l'école, on est assis, on écoute un professeur. Et il y a ça aussi à l'étude de la yeshiva. On a le rav qui donne le cours devant tout le monde. Mais pas que. Mais pas que ça. L'essentiel de l'étude de la yeshiva, c'est l'étude en binôme, ce qu'on appelle en chavruta. Et ça, c'est actif. C'est toi et le texte, avec ton chaver, ton ami, et vous décortiquez, vous essayez de comprendre les textes de la Gemara, et vous essayez d'approfondir, vous êtes accompagné, mais vous êtes très, très actif. Et le temps, il passe très, très vite. Alors, cette section francophone est au côte à côte avec d'autres sections, d'autres jeunes du monde entier. On l'a dit, il y a une section russophone, il y a des Brésiliens, des Mexicains, des Espagnols et même des anglophones. Ça se passe bien, la cohabitation entre toutes ces nationalités différentes? On a tout le petit Israël dans une yeshiva. Mais le point commun de tous, c'est mis à part qu'ils sont Israël, qu'ils sont juifs, etc. Le point commun de tous, c'est de s'élever spirituellement. Ils sont en recherche. On est tout le temps en train de, des fois, critiquer cette nouvelle jeunesse, les téléphones, les péléphones, les ordinateurs. Il y a des tenues réglementaires chez vous où tout le monde peut venir comme il veut? Non, ils s'habillent correctement. On n'est pas obligé d'avoir la chemise blanche ou le costume noir et exactement. La chemise blanche. Ouais. C'est simplement, normalement. Et c'est la Torah qui est étudiée par des jeunes qui sont assoiffés de connaître leur richesse et leur héritage spirituel. Alors vous qui sillonnez la France pour faire connaître votre programme et le Machon Meir aux jeunes Français et en tout cas aux jeunes francophones, c'est quoi leur motivation à ces jeunes de choisir d'étudier, de venir étudier chez vous? Certains s'arrêtent, ils veulent encore plus connaître la Gemara, avancer dans le niveau Gemara. Vous savez que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est la Gemara. Maintenant, la Gemara, c'est très, très ardu, c'est une étude très difficile, il faut beaucoup s'investir. Alors, ils sont conscients que pour atteindre un niveau en Gemara, ils doivent passer 1 an, 2 ans dans une yeshiva pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, une première catégorie de personnes. Mais ça, c'est déjà des personnes qui sont dans le monde de l'étude, qui sont déjà avancées, religieux, sont déjà religieux, ils sont en déjà école dedans. Juive, etc. Alors, pour ces jeunes, on a fait un programme spécial qui s'appelle Yeshiva Sup. C'est qu'on les prépare pendant 1 an et demi à avoir le niveau pour entrer dans les grandes yeshivot israéliennes. Ils sont suivis par des rabbinim francophones, ils sont suivis par des rabbinim israéliens, ils rentrent dans les classes avec les rabbinim israéliens suivis par des rabbinim francophones. C'est un niveau très élevé, très soutenu, mais c'est pour donner une possibilité à ces jeunes justement d'étudier la Torah à un haut niveau. D'autres personnes, la Torah restera à un haut niveau, mais elle commencera au niveau débutant. Des personnes qui n'ont pas l'habitude d'étudier, des personnes qui ne parlent pas l'hébreu. Ils ne parlent pas l'hébreu, exactement. Donc eux, ils ont un programme. Le matin, ils étudient la Torah. Ils ont cours de Gemara, ils ont cours de Chumash, ils ont cours de toutes les bases de la Torah qu'ils ont besoin de connaître. Et l'après-midi, ils ont des cours d'Ulpan. Ils sont... Combien d'heures d'Ulpan par semaine? Par semaine, c'est 16 heures d'Ulpan académique. Pas mal. C'est énorme, parce que ça suffit pas. Parce que même le matin, tout est sur texte. Même quand un ravi donne un cours de Moussar, Messiyat Lesharim, tout est... On lit mot à mot, on explique chaque mot, il y a des décortications. C'est pas mal du tout. Je crois que même à l'université, c'est 19 heures par semaine dans de très bons programmes. Ken, maintenant il faut savoir aussi, comme on vit, on est au Beth Aminrash, au centre d'études avec les Israéliens, donc aussi, ils ont la possibilité d'avoir des études en chavruta, en binôme avec un Israélien, et ça n'a rien de plus beau. Les Israéliens qui connaissaient jusqu'à maintenant, malheureusement, ceux qui viennent des fois en vacances avant leur alia, c'est l'Israélien, le taxi, le chauffeur de bus ou celui qui a essayé etc. Ce n'est pas les jeunes Israéliens. À la yeshiva, ils rencontrent de jeunes Israéliens idéalistes, assoiffés de Torah, qui sont là, qui les accueillent et qui passent du temps pour les aider à étudier la Torah en ivrite. Et très rapidement, ils arrivent à communiquer. Ils les invitent les Shabbatot. Ils arrivent à créer des liens avec des Israéliens de leur âge et des Israéliens de leur niveau spirituel. Alors, on est très loin, par exemple, de ce qu'on entend
entend parfois des jeunes francophones qui montent seuls dans des villes, dans les grandes villes d'Israël, je pense à Tel Aviv notamment, pas forcément religieuses, où ils disent que finalement, ils sont très seuls. Il n'y a pas d'entraide. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça. C'est vrai, Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, ils sont très seuls, ils savent pas trop vers quoi se tourner. Surtout quand ils sont pas religieux, ils n'ont pas tellement de points où se raccrocher. C'est pas toujours simple pour eux. C'est pas simple. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec nos étudiants, on travaille aussi avec les amis de nos étudiants qui sont invités aussi les Shabbatot. Tous les Shabbats sont organisés à la Yeshiva pour qu'ils aient une ambiance juive le Shabbat. Est-ce que vous accueillez des étudiants qui ne sont pas religieux, qui ne font pas Shabbat? Qui ne font ça pas arrive, Shabbat. C'est arrivé? C'est arrivé, mais il n'a pas le droit de montrer qu'il ne fait pas Shabbat. C'est arrivé. Ils sont venus pour quoi alors? Ils sont venus pour 2 semaines pour savoir ce que la Torah pouvait nous dire. 2 semaines? Je vais raconter l'histoire. Il y a une personne qui est venue. Ah, c'est trop. Il y a une personne qui est venue il est venu 2 jours. Il a dit, moi je ne fais aucune mitzvot, mais je veux comprendre. Pendant 2 jours, il était avec nous, il a suivi des cours, il nous a parlé, et ensuite il dit, ok. Et 5-6 ans plus tard, il est revenu. Il a fait son alia, il est venu étudier, etc. etc. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Nous, on s'étonne comment la Torah, elle agit. La Torah, elle agit comme de l'eau. L'eau, elle pénètre la terre, et ce qui est dans la terre, ça fait pousser. On dit Maïm et la Torah. L'eau, elle est comparée à la Torah. Nous, ce qu'on apporte, c'est de l'eau. Maintenant, il faut qu'il y ait une bonne terre. Et toute la jeunesse juive et tous les juifs du monde entier qui sont prêts à écouter, qui ont cette humilité d'entendre, alors ils ont toutes les bonnes graines pour pouvoir après pousser d'elles-mêmes. C'est ce qu'on veut donner à nos étudiants. Alors, est-ce qu'ils découvrent que le judaïsme n'est pas forcément ni un mode de vie, ni une religion? C'est ça ce qu'on enseigne au Machon Meir? Pour moi, ça a été une grande révolution. Moi, je venais, comme je vous ai dit, je venais d'Aix-en-Provence, d'une famille religieuse. Et je pensais qu'il y avait la Torah, ma vie. Et si je voulais réussir dans la vie et arriver à être accepté au Olam Haba par Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il fallait que je suive son mode de vie. Et lorsque je suis rentré à la Yeshiva moi-même, j'ai découvert que la Torah, ce n'était pas une religion. Nos rabbanim nous le répétaient sans arrêt. C'est une teva, c'est une nature. Une des preuves, c'est qu'on ne va pas convertir les goïms. Les goïms doivent rester goïms. Tu vois, je racontais, on était au Machon Meir, il y avait des goïms du Texas qui sont venus. Ils sont venus avec leur chapeau et ils sont rentrés au Beth Midrash pour voir comment on étudiait. Et ensuite, ils ont réuni tous les élèves et ils ont voulu leur parler. Ils ont commencé à leur dire, vous, Israël, continuez d'étudier la Torah. Vous faites du bien au monde entier. Et un élève israélien, il lève la main, il pose la question, il fait, mais si toi, tu comprends que la Torah fait du bien au monde entier, pourquoi tu ne te convertis pas au judaïsme? Le Texan, il le regarde, il n'a pas compris la question, il dit, mais je suis Texan, je ne suis pas Israël. Et le Texan a compris ce que l'Israélien n'a pas compris. C'est que la Torah, c'est la Torah d'Israël. Il y a la Torah du Texan, il y a la Torah du Français, il y a la Torah de l'Allemand. Nous, ce qu'on étudie, c'est notre Torah. Alors, qu'est-ce qu'on étudie justement? Parce que vous avez beaucoup parlé de la Gemara, mais j'imagine que pour ces jeunes francophones qui débarquent, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pensées qui sont... Ils sont très attirés par ce qui s'appelle l'étude de la Emouna, c'est-à-dire la pensée juive. Le Maharal de Prague, le Ramchal, ou les écrits de la Chassidoute, le Tanya, le Likutei Moharan, parce qu'ils découvrent dans nos géants de la Torah un message très contemporain et qui les aide à faire face au monde de la modernité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, et aussi en Israël, et même dans le milieu religieux, face au téléphone, face à toute la modernité, WhatsApp, Internet, Facebook, tout ce monde-là. Les relations hommes-femmes. J'étais en France il y a 2 semaines, on me raconte des choses, je me dis, Ribono Shalom, comment c'est possible? Et comment un jeune, il peut arriver à avoir les forces nécessaires pour être face à tout ça? Et lorsqu'il rentre dans ces textes, ils prennent conscience. Il trouve des réponses pour lui-même? Il trouve des réponses. D'abord, il trouve le émet, des gens droits, des gens bons, qui veulent aider les autres, qui veulent apporter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que oui, on a des idées, sans pour autant effacer l'autre. On peut ne pas être d'accord avec un certain comportement, mais accepter la personne et savoir voir les véritables valeurs de notre peuple. Et qu'est-ce que notre peuple a apporté dans ce monde, sans être contre quelqu'un, sans dénigrer quelqu'un. On est Am Echad, on est un peuple unique, et on doit être ensemble, malgré toutes nos différences, mais ils arrivent à comprendre quelle est, pour nous,
le chemin de la Torah. Alors là, on est parti loin dans les pensées de ces grands maîtres voilà, qui nous ont précédés. Mais pourtant, le programme que vous proposez a aussi des implications concrètes, puisque vous ne faites pas qu'étudier. Il y a aussi des découvertes d'Israël, des tioulim. C'est sûr que c'est dirigé pour des personnes qui veulent se donner la possibilité de voir au pays d'Israël la possibilité d'être accepté, d'être encadré, de faire leur alia, tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc, c'est un programme pour les touristes, il faut préciser. C'est un programme pour les touristes. On est aidé par Massa et par l'agence juive. Et ces jeunes-là, non seulement à part l'étude, c'est sûr qu'il y a des excursions organisées dans le pays, découvertes du pays. Ils apprennent l'hébreu aussi, on l'a dit, ça c'est sûr. Donc tout ça, ça les aide en général. Ils sont logés sur place. Ils sont logés sur place. Nourris aussi, 3 repas par jour. 3 repas par jour. Sympa. Les c'est des bons repas ou c'est des bons repas. Bon, on a une cuisinière marocaine. Non, mais c'est important. En tant que mère, souris, mais c'est important. C'est important. Mais cuisinière marocaine, bon, d'accord, c'est bon à savoir. Maintenant, il faut savoir que tous les Shabbats, ils peuvent passer à la yeshiva avec une ambiance de Shabbat à la yeshiva, avec une ambiance. Toute personne qui a prié Shabbat au Machon Meir, ça restera un souvenir pour toute la vie. Comme je vous dis, il y a aussi beaucoup d'excursions pour connaître c'est quoi Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des excursions Bible en main? C'est excursion Bible en main. Tanakh en main, on est là. David Améler, le roi David s'est assis ici, il habitait ici, il a fait telle et telle chose. C'est plus resté dans les livres, c'est une vie qui a été vécue et on le découvre sur le terrain. C'est-à-dire que la Torah n'est plus complètement n'est plus au-dessous de la virtuelle, poussière, on va dire, mais vécue pleinement. Il y avait une histoire, il y avait un rav qui avait reçu des élèves russes. Et il a commencé à parler d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Et les Russes ne comprenaient pas. Ils disent, mais on nous avait dit qu'on allait parler d'histoire juive, pas de la mythologie juive. Le rav, il commande un bus et il les emmène à Hebron, à Me'arat Marpella. Il dit, il est là, Abraham Avinu, il est là. Yaakov, il est là. Tu parles de mythologie, de quoi tu parles Et c'est ça qu'il faut faire. C'est les rencontrer avec leur histoire. Et l'histoire, elle est dans la terre. Bon, alors ce beth amidrash du peuple d'Israël, comme vous aimez à le rappeler, ça coûte combien cette année, Massa, pour y participer? L'année, pour les étudiants, ça coûte 4 000 € plus l'aide de Massa. C'est-à-dire qu'une personne C'est-à-dire que c'est 8 000 €, mais 4 000 € avec la bourse. Avec la bourse. Ouais, c'est ça. Exactement, 4 000 € avec la bourse de Massa. Okay. Et ça comprend donc toute l'étude, tout l'internat, les Shabbatot, les excursions. Notre but, c'est de permettre aux jeunes de prendre un break. Vous savez, souvent, quand je vais en France, les jeunes sont très stressés, ils veulent tout de suite commencer leurs études, tout de suite ici, c'est pas comme ça. Hein. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on a la save, la noute. Mon fils, il me dit, toi, tu étais en France, tu étais stressé de commencer des études. Ici, on a du temps. Dans 10 ans, peut-être. Mais ce qui est important de répéter, c'est que c'est le moment, à 18 ans, de pouvoir passer une année à l'Yeshiva. J'ai jamais rencontré une personne qui a fait 1 an à l'Yeshiva qui a regretté. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par contre, je rencontre beaucoup de parents, de pères, qui disent à leur fils, vas-y, moi je voulais faire ça, et je l'ai pas fait, je regrette. Parce que maintenant, je me rends compte, j'ai 50 ans. C'est trop tard. Et je veux dire, c'est un an, c'est jamais trop tard, mais c'est beaucoup plus difficile. Tandis qu'à 1 an. Et en plus, on peut gagner. En plus, pour les personnes qui veulent rester en Israël, et les parents sont très, et à raison, qu'est-ce qu'il va faire mon fils après? Et justement, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes que vous avez eus dans vos différents programmes après la yeshiva? Après cette année de yeshiva. Ils se divisent en 3 groupes. Le plus grand groupe décide de continuer leurs études. Maintenant, ceux qui voulaient continuer leurs études, on a aussi la possibilité de faire à l'intérieur même de la yeshiva la préparation en psychométrique. Donc ça, c'est très important. On leur laisse du temps pour pouvoir faire la préparation en psychométrique de façon à ce que l'année de la yeshiva, ça ne leur empêche pas après de rentrer à l'université. Donc, une grande partie des étudiants commencent leur année à l'université. Une autre partie d'étudiants commencent leur armée, décident de monter en Israël, mais ils font l'armée pendant 1 an et demi en Israël, et ensuite ils commencent leurs études à l'université. Et d'autres décident de rester encore 1 an à la yeshiva pour se renforcer, parce qu'il y en a ils sont arrivés à un certain niveau. Ils peuvent déjà suivre les cours en hébreu uniquement. Et quand on étudie la Torah en hébreu, chez les rabbinim israéliens, c'est déjà un autre niveau. Donc, ils ont envie de continuer pour profiter encore plus. Depuis combien de temps vous dirigez Ça fait maintenant 10 ans. J'ai du mal à le croire, mais ça fait maintenant 10 ans.
pendant ces 10 années, on a dit que vous avez eu de nombreuses classes, forcément, de nombreux groupes de francophones. Il y a le visage de quelqu'un qui vous revient en particulier pour son histoire, pour sa motivation. Il y a un visage qu'on a, Baruch Hashem, souvent l'occasion de revoir. C'est David. Alors, l'histoire de David, un beau jour, je reçois un mail. Je suis intéressé par venir dans votre yeshiva. Ce qui est très bien. On n'a même pas pris contact avec lui. C'est lui qui vient vers nous, etc., etc. Il raconte son histoire. C'est quoi son histoire? C'est qu'il écoutait beaucoup de cours. Il habitait Lyon. Il écoutait beaucoup de cours de Torah. Et un jour, il a décidé de monter en Israël, étudier à la yeshiva. Mais dans une yeshiva, pas dans notre courant, dans une yeshiva, un sharim, où là-bas, on est orthodoxe, on demande charédite. Et son père le dit non. La seule yeshiva, c'est au Mahon Meir. Il dit pourquoi? Son père lui a raconté l'histoire suivante, qu'il y a 30 ans, il était venu un mois en Israël en découverte au kibbutz. Il était tombé au Mahon Meir. Il avait étudié 2 semaines au Mahon Meir. Il était émerveillé. Il connaissait pas, il venait pas spécialement d'une famille religieuse. Il a dit, je veux rester et faire mon alia et étudier au Mahon Meir. En rentrant en France, son père, qui n'était pas du tout religieux, lui a dit, quoi? Tu veux étudier la Torah? Tu t'assois maintenant, je vais te raconter tout ce que j'ai vécu pendant la Shoah. Après avoir écouté l'histoire qu'il ne connaissait pas de ce que sa famille avait vécu pendant la Shoah, il décide de rester. En France. Il fait sa vie en France, il va se marier, il va avoir un enfant. Mais cet enfant, lui, il va monter, il va venir au Mahon Meir exactement pour poursuivre ce que son père a commencé. La réparation. La réparation. Maintenant, ce qui est très beau, c'est que ses parents, une fois, ils m'avaient dit, on avait très peur. On avait très peur. Notre fils va rentrer à l'Yeshiva, il va être contre nous, nous on n'est pas religieux, lui va devenir religieux, etc., etc., etc. On avait très peur. Mais 1 an après la yeshiva, on a compris que notre fils n'a pas changé, notre fils a grandi. Et Dafka, nos rapports avec lui sont encore meilleurs qu'avant. Et c'est ça, nos bachurim, quand ils sortent, nos garçons, quand ils sortent de la yeshiva, ils ne sont pas devenus dans une secte fermée, détachée du monde. Au contraire, ils aiment le monde. Ils ont le meilleur rapport avec leurs parents, meilleur rapport avec leur famille. Ils apprennent à mettre de l'akdoucha dans leur quotidien. Dans tout. C'est beau. Tout. On n'a pas peur d'emmener l'akdoucha là où il faut. En venant dans l'alphabet de Hanouka, on est capable d'emmener la lumière, il faut la Hanouka la placer à peine plus de 30 cm pour ramener la lumière vers le bas. On verra qu'au lac Omer, on emmènera le feu jusqu'à la terre elle-même. Mais c'est ça un peu le Mahon Meir. Meir, ça veut dire éclairer. Emmener la lumière là où il y a de l'obscurité. À la veille de cette fête de Hanouka, on va finir comme ça. On vous souhaite d'avoir touché le cœur des mamans qui doivent sûrement décider d'inscrire pour la rentrée prochaine leurs enfants. Pourquoi pas le Mahon Meir, section francophone. En tout cas, avec le Rav David Partouche, je pense que vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis bonne fête de Hanouka, Alain. Au revoir. Hanouka Samer, Kol Tov. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.